Bonjour, je range mon bureau, 13e épisode. Je ne fais quasiment pas de vidéo en ce moment et bon, c'est un peu frustrant, il y a plusieurs raisons. Les traductions sans filet, ça fait un mois que je n'en ai pas fait et ça a beau commencer à grandir comme une sorte de remords un peu comme ça, bah, j'en fais pas en ce moment, donc c'est pas bien. J'ai eu beaucoup de travail tout au long du mois de mars, il faut dire aussi. Et puis les vidéos, je range mon bureau, bah, la particularité c'était que les 9 premières, je crois, je les avais filmées, ça durait 30 minutes, c'est-à-dire que l'appareil photo que j'utilise me permet de faire des films de 30 minutes. Je me débrouillais pour avoir à peu près fini de parler au bout de 30 minutes, et puis voilà, je le téléchargeais tel quel, sans avoir à passer par un logiciel d'édition, sachant que moi j'utilise le seul que j'ai qui est Windows Movie Maker, et qu'il est très lent et très lourd en fait d'utilisation, au moins sur mon ordinateur. Donc j'essaie d'éviter dans la mesure du possible. Et puis pour les 2 derniers numéros de Je range mon bureau, voire les 3 derniers, je sais pas très bien, j'ai enregistré 30 minutes, et puis je ne sais pas pourquoi, alors que dans l'appareil photo, il y a un seul fichier, et bien sur l'ordinateur, ça l'a splitté en quelque sorte, en 2 voire 3 fichiers, en perdant en plus quelques secondes, ce qui fait que j'ai été évidemment obligé de refaire du montage. Donc c'est un petit peu désarmant. Là, ça fait une semaine que j'ai envie de faire cette vidéo Je range mon bureau, et que je la fais pas parce que je tourne autour du pot à cause de ça. Alors je pense qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer plusieurs prises d'une dizaine de minutes et les mettre bout à bout, quitte à être contraint à faire du montage, au moins le faire bien, ou en tout cas comme je compte le faire, comme j'ai prévu de le faire au moment du tournage. Voilà, désolé pour ce préambule déjà trop long. On est le 29 mars 2018 aujourd'hui, et nous pouvons commémorer, et même en l'occurrence célébrer, l'insurrection malgache de 1947, le 71e anniversaire de cette insurrection, la grande ou une des grandes oubliées de l'histoire française du XXe siècle, puisque le 29 mars 1947, tout un pan du peuple malgache s'est soulevé. Insurrection qui a été réprimée de manière sanglante, avec des chiffres qui quand même oscillent entre 40 000 et 90 000 morts. Il y a même certaines sources qui vont au-delà des 90 000 morts, mais je m'en tiens à peu près à ce qu'écrivent les historiens. Mais justement, puisqu'on parle de l'insurrection malgache de 1947, dans ma pile de livres à lire, vous allez voir, en plus il y a du retard de la dernière fois, donc vous voyez, il y a de quoi s'amuser. Eh bien, il y a un livre que j'ai trouvé, en fait, que j'ai acheté samedi dernier, dans une nouvelle librairie d'occasion qui a ouvert à Tours il y a quelques mois, qui s'appelle le Bibliovore, où j'avais pas eu le temps d'aller. J'ai pas trouvé grand chose, mais enfin on trouve toujours des choses. J'ai quand même trouvé ça, notamment à Madagascar chez les Afimaniri, chez les Afimaniri. En fait, c'est un livre publié aux éditions Ibis Press en 2004, et en fait il s'agit d'une réédition d'un reportage ethnologique et photographique de Jean-Pierre Amer, si je ne me trompe pas, parce que j'ai tendance à chaque fois à les inverser, de Jean-Pierre Amer, voilà, c'est ça, qui sont reproduits avec les photos qu'il avait prises lors de ce voyage, et dont certaines sont vraiment très belles, et également un texte d'histoire de l'art sur la tradition esthétique malgache des Afimaniri, les Afimaniri et leur art, par Pierre Vérin. Et ce sont 2 textes de 1964 qui ont donc été republiés par Ibis Press en 2004, avec une préface de Jean-Luc Raharimanan, qui est une très belle préface, comme toujours. Ce qu'écrit Jean-Luc, c'est à la fois ironique, profond, subtil, ni trop affirmatif, ni trop allusif. Enfin, c'est un très beau texte également. Voilà, donc il y a ce livre-là que du coup j'ai lu, comme on parle comme je dis qu'aujourd'hui, eh bien effectivement, c'est le 71e anniversaire de l'insurrection malgache. C'était l'occasion d'en parler. Je signale d'ailleurs à ce propos les Afimaniri, qui donc sont un peuple forestier un petit peu mythique, parce qu'ils ont développé un art extrêmement à part, et justement ce qu'explique Jean-Luc Raharimanan dans sa préface, c'est que maintenant quand on se promène à l'époque, donc ça fait maintenant 15 ans, mais ça doit être encore vrai, peut-être plus vrai encore aujourd'hui, en raison en fait du caractère mythique de cet art, il raconte que partout on essayait de lui vendre des objets qui de toute évidence n'étaient pas Afimaniri pour des objets Afimaniri. Donc en fait on joue un petit peu avec les simplifications ethniques des touristes. Voilà, bon lui il s'est pas fait avoir, bien sûr, moi je me laisserai probablement avoir n'étant pas spécialiste. Voilà, donc ça c'est ce livre qui s'ajoute à ma collection malgache, on va dire, avec une petite remarque d'ailleurs, parce que ça c'est un livre que du coup j'ai enlevé de mes étagères, donc
pour préparer, je range mon bureau, ben je sème encore plus le bazar. C'était pour rappeler que sur la question des Afimaniry, de ce peuple, le très beau roman de Zohar Ravalosson, hein, Géotropique, pardon, j'allais dire géopoétique, ça va pas bien, Géotropique, que j'ai lu il y a à peu près 1 an et demi maintenant, et qui est un roman dont la première publication, c'est celle-ci, date de 2010, chez Vendailleurs, et c'est un livre dans lequel il y a, effectivement, toute la dernière partie, est un périple vers l'intérieur des terres, à la recherche ou à la rencontre des Afimaniry. Ça se finit pas très bien d'ailleurs. Voilà, pour spoiler, comme on dit en bon français. Donc ça, c'est le début. Alors, on va continuer un tout petit peu avec l'Afrique, parce qu'il se trouve que sur ma pile de livres, il y a en fait 3 livres de Bill Bryson, une sorte c'est à la fois c'est un journaliste, c'est un linguiste, il a écrit de nombreux récits de voyage, et Bill Bryson, en fait, comme il se trouve qu'au programme de première année, ça va fait 2 ans maintenant que l'on fait lire aux étudiants un de ses livres les plus connus qui est Mother Tongue, c'est History of the English Language, eh bien j'ai fini par avoir un peu la curiosité de lire d'autres livres de lui. Le premier livre que j'ai lu, c'est dans le Kindle. Alors le Kindle, dans le Kindle, il y a 2 livres en fait que j'ai lus, donc je ne sais pas que je vais ranger le Kindle, mais enfin voilà, parce qu'on va le ranger à la place, on met le Kindle, c'est-à-dire il va repartir à la chambre à coucher, mais dans le Kindle, il y a un livre de Bill Bryson qui m'avait été conseillé par François Bon, qui est, ça y est, j'ai oublié le titre du livre, c'est 1927, c'est un livre très très volumineux, dans lequel Bill Bryson essaie de raconter en fait toute la... voilà, One Summer America 1927. Il raconte un petit peu ce qui se passait aux États-Unis au printemps et à l'été 1927. Alors, il y a énormément de choses sur l'aviation. Moi, c'est pas un sujet qui me passionne, donc je dois avouer que il m'est arrivé, pas tout quand même, enfin il m'est arrivé de sauter des pages ou d'aller un petit peu vite dans le feuilletage sur le Kindle, mais c'est un livre dans lequel il y a des choses vraiment très très intéressantes. Donc voilà, donc c'est pour dire voilà que je suis revenu un peu à Bill Bryson à cause de ce livre-là, et du fait que je suis venu à Bill Bryson par ce livre-là, ben je me suis acheté d'autres livres de Bill Bryson, on va peut-être commencer par ça, tiens du coup. Alors celui-là, je pensais pas qu'il était tout petit comme ça s'appelle An African Diary. Bill Bryson's An African Diary, c'est un petit texte qu'il a écrit à l'occasion d'un voyage de 7 jours au Kenya, à la demande de l'ONG CARE, et alors c'est un texte que il a beau être très court, j'ai arrêté de le lire avant même, enfin voilà, à la page 16, parce que ça m'a agacé, c'est vraiment le modèle, à mon avis, de ce qu'il ne faut pas faire, ou de ce qu'on ne devrait plus écrire, ou de ce qu'on ne devrait plus publier, et puis surtout d'un texte qu'une ONG ne devrait pas, comment on dit en français, condone, enfin ne devrait pas encourager ou approuver, parce que c'est vraiment le regard totalement ethnocentrique, exoticisant, enfin c'est le regard néocolonial dans tout ce que ça a de plus pénible, dans sa, comment dire, dans son inconscience même, c'est-à-dire que c'est inconsciemment néocolonial, et Bill Bryson est de toute évidence pas du tout conscient de promener finalement un regard totalement européen, apolitique, censément apolitique et néocolonial. Donc ça c'était un peu agaçant, donc pour rester, on va dire, ami avec Bill Bryson, so to speak, j'ai décidé d'arrêter de le lire parce que ça m'a agacé. Donc ça c'est un autre... Et puis l'autre livre de Bill Bryson que j'ai lu dernièrement, que je vais aller ranger, tiens, on a un marque-page dedans qui est un marque-page du Guggenheim de Bilbao, on est allé voir une très belle expo Michaud il y a 3 semaines, je sais pas, pendant les vacances, et donc pendant les vacances je lisais aussi A Walk in the Woods, qui était un récit pour le coup ici, ça rentre plutôt dans la catégorie des récits de voyage, on va dire, de Bill Bryson, mais c'est assez particulier, puisque Walk in the Woods, si on regarde le sous-titre, Rediscovering America and the Appalachian Trail, en fait Bill Bryson raconte comment, alors qu'il n'est pas du tout randonneur professionnel, ou particulièrement en forme physique, il a entrepris de faire les 3000 et quelques kilomètres de la piste des Appalaches, donc des chemins de randonnée, je ne sais pas comment on dirait en français, des Appalaches. Donc bien entendu, comme ça traverse les montagnes, comme il commence assez tôt au printemps, il traverse des conditions climatiques particulièrement pénibles, au début de la neige, du froid et de la pluie très froide, et puis vers la fin, des très très fortes chaleurs extrêmement ennuyeuses. C'est un livre qui est à la fois, alors moi, ni les grands espaces américains, ni la piste des Appalaches ne sont des sujets qui en soi
me passionne absolument et en permanence, loin de là, mais c'est un livre qui est vraiment écrit, alors là pour le coup dans lequel on retrouve au contraire des grandes qualités d'empathie, d'ironie tendre en fait de Bill Bryson, et c'est un livre qui est très agréable, dont je peux vous lire quelques extraits. There is no point in hurrying because you are not actually going anywhere. However far or long you plod, you are always in the same place, in the woods. It is where you were yesterday, where you will be tomorrow. The woods is one boundless singularity. Every bend in the path presents a prospect indistinguishable from every other. Every glimpse into the trees, the same tangled mass. For all you know, your route could describe a very large, pointless circle. In a way, it would hardly matter. Donc ça, c'est sur la désorientation, le fait qu'il s'agit de traverser toujours le même espace, en fait. Et ça, c'est vers le début du livre, c'est au chapitre 6, mais après, comme en fait, il ne fait pas toute la piste, qu'il s'interrompt, qu'il refait certains morceaux sur certains dimanches, puis qu'ensuite il fait la fin en partie, il va changer un petit peu d'avis d'ailleurs là-dessus, à savoir que c'est tout le début de la piste, en fait, qui est comme ça, tout le début de cette route, les 500, 600 premiers kilomètres, je sais pas, qui sont comme ça, et après ça change quand même un petit peu. Et il parle à un autre moment, ça c'est un passage très intéressant du point de vue de la biodiversité et des paradoxes de la conservation naturelle, la conservation des espèces. C'est parce qu'il parle d'un très très grand nombre d'espèces qui sont endémiques des parcs naturels ou des parcs nationaux qu'il traverse. Even more varied and underappreciated than the salamander is the freshwater mussel. 300 types of mussel, a third of the world's total, live in the Smokies. Smokies mussels have terrific names. Smokies, c'est le nom d'un des parcs nationaux. Smokies mussels have terrific names like purple wartyback, shiny picto, and monkey-faced pearly mussel. Unfortunately, that is where all interest in them ends. Because they are so little regarded, even by naturalists, mussels have vanished at an exceptional rate. Nearly half of all Smokies mussel species are endangered. 12 are thought to be extinct. This ought to be a little surprising in a national park. I mean, it's not as if mussels are flinging themselves under the wheels of passing cars. Still, the Smokies seem to be in the process of losing most of their mussels. The National Park Service actually has something of a tradition of making things extinct. Bryce Canyon National Park is perhaps the most interesting, certainly the most striking example. It was founded in 1923 and in less than half a century under the Park Service's stewardship lost 7 species of mammal: the white-tailed jackrabbit, prairie dog, pronghorn antelope, flying squirrel, beaver, red fox and spotted skunk. Quite an achievement when you consider these animals had survived in Bryce Canyon for tens of millions of years before the Park Service took an interest in them. Altogether, 42 species of mammal have disappeared from America's national parks this century. Donc vous voyez la 6e extinction, l'extinction de masse dans laquelle nous sommes pris. Malheureusement, vous voyez, enfin, il en parle d'un point de vue de non-spécialiste, mais les pages qu'il y consacre sont tout à fait passionnantes. Et c'est un texte qui est quand même déjà assez ancien. Je n'ai pas redonné la date, mais c'est un texte dont la première édition est de 1998 quand même. Voilà, donc pour ce A Walk in the Woods, dans lequel d'ailleurs c'est amusant parce que évidemment quand on est cette question de l'espace américain, le fait d'aller dans la nature, le fait d'aller se plonger dans la nature, s'isoler aussi, parce qu'il passe certains jours sans voir grand monde, notamment sur les premières semaines du printemps. Il a fait le périple avec un ami à lui, dont il est devenu d'ailleurs très proche, avec lequel il entretient des rapports un peu doux amers, un peu de conflits larvés, qu'il surnomme Katz, d'ailleurs, je sais plus, c'est son nom de famille, je crois, Katz, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, on pense souvent, bien sûr, à Thoreau, à Walden, parce que c'est le grand classique du 19e siècle, Walden or Life in the Woods. Ça a été, bien entendu, remis énormément à l'honneur, au goût du jour, depuis les années 70, par, bien sûr, la vague écologiste. Moi, c'est un livre qui m'est toujours tombé des mains, que je trouve profondément ennuyeux, et c'est très intéressant, parce qu'en fait, il se fait un petit carton sur Thoreau, à un moment donné, je crois que j'ai pas noté la page, mais il se fait un petit carton, en quelque sorte, en disant que Thoreau, finalement, avait choisi un endroit très civilisé, assez peu sauvage, et même
a écrit il est allé rechercher Bryson des lettres de Thoreau, dans lesquelles en fait Thoreau se plaint de la nature sauvage, il dit que c'est pas bien du tout et qu'il s'en échappe dès qu'il peut. Donc c'est étonnant parce que moi j'ai jamais réussi ni à adhérer à l'écriture de Thoreau, à son projet esthétique, ni au discours sur la nature qui m'a toujours paru d'une espèce de néo-mysticisme ou de mysticisme un peu casse-pied. Mais bon, ça c'est toute personne qui voudrait attaquer ma critique de Thoreau, bien entendu, a le droit de le faire respectueusement, mais fermement dans les commentaires. Je vais reprendre, donc ça c'était pour les Bryson, One Summer 1927, A Walk in the Woods, et le journal africain que je vous déconseille vivement. Dans le Kindle, il y avait aussi, parce que ça fait partie des choses que j'ai lues, un petit roman, enfin un texte court, un récit bref, comme c'est dans le Kindle, on ne sait jamais trop combien de pages ça doit faire 70-80 pages, quelque chose comme ça, je suppose. Un texte de George Meredith, le romancier victorien, qui se trouve dans, en fait, que j'avais téléchargé dans le volume des Complete Short Works by George Meredith, sur le projet Gutenberg, et c'était un livre qui s'appelle The Case of General Upple and Lady Camper, donc je vais juste montrer rapidement, voilà, ça ira plus vite comme ça, et donc voilà, donc ça fait partie aussi des choses que j'ai lues là au cours du mois passé, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est un texte très court, très incisif, très ironique aussi, qui dit beaucoup en fait sur la société victorienne. Enfin c'est un livre qui est très intéressant sur les questions de mariage, la perception de l'âge, de la différence d'âge, du pouvoir aussi, ce que ça dit, de l'armée coloniale, de l'armée impériale, de ces hommes qui finalement n'ont pas fait une carrière particulièrement brillante, mais ont quand même atteint un certain grade et qui se retirent de l'armée américaine, n'importe quoi, de l'armée britannique. Voilà, donc c'est un texte que je ne connaissais pas du tout, que j'ai lu presque par hasard à l'intérieur de ce fichier que j'avais téléchargé il y a déjà longtemps, et c'est vraiment très très bien en fait. Donc voilà, donc je conseille aux amateurs de littérature victorienne, ça a des petits accents de Henry James aussi, The Case of General Upple and Lady Camper, et bien entendu en anglais, c'est gratuit, comme toutes les œuvres qui sont dans le domaine public. Allez, j'éteins le Kindle, que j'irai ranger plus loin. Alors parmi les inconvénients majeurs de ce Kindle, il s'éteint quand il veut. Il s'éteint jamais, en fait, bon, bref, c'est moi qui suis pas très doué, donc je suis pas doué en direct. Bien, j'ai pu éteindre le Kindle hors caméra, en quelque sorte, et je peux poursuivre ma vidéo, ça me permet comme ça de scinder les fichiers moi-même. Autre livre que j'ai acheté à la librairie d'occasion, le Bibliovore, dont j'ai parlé au début. Alors je sais pas comment ça se dit, et j'ai pas vérifié, mais j'espère que des personnes plus douées que moi en polonais, et ça ne doit pas manquer, pourront corriger. Le grand poète polonais du XXe siècle, Czesław Miłosz, une édition qui, je pense, en fait, n'est plus disponible, une traduction d'un choix de poèmes sous le titre Enfants d'Europe, traduction de Monique Tsui et Gilles Zilberstein, c'était aux éditions de l'Âge d'Homme en 1980, avec une préface. Je dois avouer que j'avais jamais, c'était l'occasion là encore, en l'achetant d'occasion, comme ça, pas cher en quelque sorte, c'était l'occasion un peu de regarder de plus près la poésie de Miłosz, et bon, I had come across it, quoi, voilà, j'étais tombé à l'occasion sur certains poèmes, mais je ne le situais pas vraiment bien, notamment d'un point de vue esthétique. Je pensais que c'était beaucoup plus académique et beaucoup plus, je sais pas d'où m'était sortie cette idée-là, ou d'où j'avais tiré cette idée-là, peut-être parce que je le confonds aussi, en fait, je sais pas, c'est possible. Peut-être parce que je le confonds avec son oncle, dont le nom va m'échapper, Oscar Vladiv, je sais plus, de Lubitsch Miloš, mais peu importe. En tout cas, voilà, je pensais que c'était un peu lyrique, un peu académique pour de la poésie de la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, pas du tout. Il y a notamment une série de poèmes écrits à Varsovie, dans le ghetto, et notamment à la fin, une fois que tous les juifs ont été raflés, en fait, qui sont absolument bouleversants. Il y a un poème de 1943 qui s'appelle « Un pauvre chrétien regarde le ghetto », qui est à la fois très beau et vraiment épouvantable d'un certain point de vue, ou tragique. Et donc il y a beaucoup de poèmes, c'est très divers en fait. Donc finalement la poésie de Miłosz, elle m'apparaît très diverse, et puis avec beaucoup visiblement d'audace
formel, c'est difficile à dire parce que c'est une traduction, mais d'audace aussi dans le choix des images, etc. Et comme je lis beaucoup en ce moment aussi la poésie de Mandelstam dans la nouvelle édition complète qui est publiée au Bruit du Temps et à la Dogana, j'ai fait un peu des allers-retours, en fait, coïncidence, on va dire, hein, entre Milosz et Mandelstam. Et je vais juste lire le dernier poème en fait du recueil qui s'appelle Don, qui est très bref et que je trouve très beau, mais je trouve vraiment, enfin voilà, c'était la poésie de Milosz, c'était un peu la découverte du mois de mars. Un jour de parfait bonheur, le brouillard se leva tôt, je travaillais dans le jardin. Des colibris visitaient des fleurs de chèvrefeuille. Aucun désir de possession en moi. Personne qui me semble digne d'envie. Tout le mal enduré, je l'oubliais. Je ne m'embarrassais pas d'avoir été autrefois le même homme. Dans mon corps, nulle douleur. Me redressant, je vis la mer bleue et des voiles. Voilà, c'est le dernier poème du recueil Enfants d'Europe de Czesław Milosz, traduit par Monique Tsui et Gilles Zilberstein. Sur la pile, le dernier livre paru d'André Markovitch, L'appartement. Il s'agit d'un texte en décasyllabes non rimés, et qui est illustré en quelque sorte de photographies de Bérengère Janel. Alors une des particularités de ce texte, dont j'avais connaissance depuis pas mal de mois, parce qu'André Markovitch m'en avait parlé, puis on parlait de temps en temps aussi sur Facebook, c'est un texte en décasyllabes non rimé, dans lesquels en fait le point de départ, on va dire, c'est que André Markovitch avait gardé un appartement à Saint-Pétersbourg. C'est l'appartement dans lequel avait vécu sa grand-mère depuis 1918, donc c'est un appartement qui porte toute la mémoire familiale en quelque sorte de la famille d'André Markovitch en Russie. C'est un appartement qui est très important dans l'imaginaire d'André Markovitch, comme on l'imagine, et c'est un appartement qu'il a gardé pendant 25 ans en y laissant un ami comme locataire, un ami qui a plus ou moins dévasté l'appartement. Donc quand il a voulu le récupérer pour le revendre, en fait, il a fallu bien sûr constater que à peu près tout avait été saccagé. Et donc c'est de là qu'est partie l'écriture de ce livre, autant que je sache. Et là encore, si je me trompe, ou si je schématise de manière du coup pas tout à fait adéquate, il faudra me corriger. Donc c'est par exemple, voilà, donc ça veut dire que les photographies de Bérengère Janel ont été prises dans l'appartement lui-même, donc il y a évidemment ce sont des photos qui montrent en fait l'état de délabrement ou de décrépitude de l'appartement, mais le texte va bien au-delà en fait de ça, et va même bien au-delà de l'histoire du délabrement, de la décrépitude de l'appartement. C'est bien sûr, l'appartement devient une métaphore aussi de la vie, de la mémoire familiale, de la mémoire historique, et c'est l'occasion pour André Markovitch de revenir sur des épisodes, soit de la vie bien entendu de sa grand-mère, soit en fait de sa propre vie à lui, même d'ailleurs en France. Donc il revient notamment sur les polémiques et les procès auxquels ils ont été mêlés, dont ils ont été victimes, Françoise Morvan et lui, en Bretagne notamment. Donc il revient là-dessus aussi. Voilà, donc ça c'est bon, j'en dis pas plus. Si vous avez un peu de curiosité, c'est un livre très attachant, puis c'est un livre très bien écrit aussi, il faut le dire. J'ai dit, voilà, c'est un texte qui est un texte narratif, mémoriel, mais qui est quand même en décasyllabes non rimé, donc c'est une forme un peu inhabituelle, bien sûr, en poésie française. Je vais en lire au moins un extrait, puisqu'il parle aussi beaucoup de la traduction. Et parfois mieux, alors je coupe de manière arbitraire, parce qu'en fait c'est une sorte de longue phrase, hein, donc il n'y a pas de... Voilà, donc là moi je coupe à une virgule, je commence à un moment donné. Et parfois mieux, je n'avais plus les mots que j'avais eus, mais les points de structure, les trois motifs de la résurrection dont je ne savais pas qu'ils allaient l'être, puisque je ne relis jamais un texte avant de le traduire. Ces trois centres, le poids, l'odeur, le pas, restaient aussi indiscutables. C'est seulement là que j'ai compris qu'en vérité, traduire, pour moi, était de voir ce centre et de le suivre dans l'espace en mouvement du livre. Tout le reste est du détail. Les mots peuvent changer, mais ça, ce centre, cette image irradiante par-dessous, j'avais au moins acquis la certitude qu'au moins pour moi, je les verrai toujours. Voilà, c'est l'appartement d'André Markovitch aux éditions Inculte, qui va aller rejoindre nombreux autres livres d'André Markovitch de ma bibliothèque. Une mince plaquette dont on a beaucoup parlé quand elle est sortie en 2011
Et j'ai acheté et offert d'ailleurs à 2 ou 3 personnes la traduction française parue l'an dernier aux éditions Isabelle Sauvage, traduction par Sika Fakambi. Warsan Shire, Teaching My Mother How to Give Birth. Et Warsan Shire, c'est une jeune Somalie qui est installée, je crois, au Royaume-Uni, et qui a donc publié ce premier recueil de poésie, ça fait une petite quarantaine de pages, en 2011. Et voilà, et donc comme j'avais vu passer les 2 ou 3 poèmes qui avaient été diffusés un peu comme ça par la voie de presse sur le web, où il y avait aussi des lectures, il y a des lectures disponibles aussi bien sûr sur le web, sur YouTube, etc. J'avais encore jamais, voilà, je m'étais pas jamais procuré le recueil complet, donc le voilà. C'est voilà, alors ma petite frustration à moi, c'est que ce recueil publié en 2011, à ma connaissance, on n'a pas revu de nouveaux recueils de Warsan Shire depuis, alors que voilà, c'était très prometteur, c'était une sorte de pavé dans la mare, quand même assez violent, et on voit pas venir la suite. Je vais lire un poème, lequel? J'ai pas prévu ça. You were conceived. On the night of our secret wedding, when he held me in his mouth like a promise, until his tongue grew tired and fell asleep, I lay awake to keep the memory alive. In the morning I begged him back to bed. Running late, he kissed my ankles and left. I stayed like a secret in his bed for days until his mother found me. I showed her my gold ring. I stood in front of her naked, waved my hands in her face. She sank to the floor and cried. At his funeral, no one knew my name. I sat behind his aunts. They sucked on dates soaked in oil. The last thing he tasted was me. Warsan Shire, Teaching My Mother How to Give Birth, et j'aurais volontiers lu la traduction française de Sika Fakambi, sauf que les 2 ou même 3 exemplaires qui me sont passés entre les mains, mais je les ai tous donnés ou offerts. Donc voilà, je l'ai plus ce volume-là. Mais vous pouvez chercher Warsan Shire en français, hein, voilà, aux éditions Isabelle Sauvage. Vladislav Otrochenko, Détour de Babel. Ça, je l'ai acheté un peu par hasard, parce que je ne savais pas que Vladislav Otrochenko, il y avait ça, ce livre de Vladislav Otrochenko qui était sorti en français. Vladislav Otrochenko, moi je le connais par un seul livre, qui est Mes 13 oncles, paru il y a 5 ou 6 ans déjà chez Verdier, qui était un livre à la fois extrêmement un peu fou comme ça, enfin, qui évoque un peu du Kusturica, enfin une sorte de fresque un peu familiale, un peu absurde, aberrante, un peu folle comme ça, un peu irrationnelle, et très marquante aussi. Et donc là, c'est un recueil qui n'a pas grand-chose à voir en fait, traduit du russe par Anne-Marie Tatsis-Boton, toujours préciser qui est le traducteur ou la traductrice, et c'est aux éditions Interférence, qui sont des éditions que je ne connaissais pas, mais il faut saluer le travail éditorial, c'est très beau, c'est un très beau livre, la couverture est très jolie, c'est d'un grand confort de lecture, le choix des polices, le choix des marges, tout ça c'est très bien. Il y a eu un débat récemment un peu sur Facebook sur cette question-là, sur le fait que l'édition française faisait des livres un peu dégueulasses, pas très jolis, etc. C'est globalement vrai, mais il y a quand même des exceptions notables, il faut donc les souligner. Alors, ce petit recueil d'une 90 pages de Vladislav Otrochenko, Détour de Babel, en fait, est composé de 3 parties. Une partie qui rappelle un petit peu le voyage en Grande Garabagne d'Henri Michaud. Je disais tout à l'heure que j'étais allé voir à Bilbao, j'étais allé visiter à Bilbao l'exposition Henri Michaud au Guggenheim, et si elle n'est pas terminée, je vous conseille, pour ceux qui ne seraient pas trop loin de Bilbao, de vous y précipiter. Ça rappelle un petit peu le voyage en Grande Garabagne, et c'est un extrait de ça que je vais lire, puisque dans cette première partie, il imagine les peuples qui construisaient la tour de Babel, et quelles sont leurs langues, une fois que, bien entendu, ils ont été... ils se sont retrouvés à chacun porteur d'une langue, afin de ne plus se comprendre les uns les autres. Et donc il invente bien sûr des langues et des peuples inconnus, avec à la fois une inventivité très borgésienne, ou très proche de ce qu'a pu faire Michaud dans la Grande Garabagne, et puis d'un point de vue quand même très linguistique, enfin une inventivité linguistique très curieuse aussi, avec un côté très loufoque aussi. La deuxième partie, qui s'intitule Figure du don, ce sont là également des petites vignettes dans lesquelles Vladislav Otrochenko décrit des personnages qui sont des personnages emblématiques ou typiques que l'on trouve sur le fleuve le Don, mais là encore c'est totalement fantasmagorique,
est assez peu crédible. Et enfin, la troisième partie, qui s'intitule Récit sur Catulle, en fait, c'est moi je trouve la partie la moins réussie. J'aime beaucoup Catulle, j'aime bien Otrochenko visiblement. En fait, il part de poèmes existants de Catulle. Dans la composition, il a dû faire comme ça, je pense. C'est pas comme ça qu'on le lit, mais il a dû partir en fait de poèmes existants de Catulle et imaginer la situation biographique qui fait que Catulle a fini par écrire ou composer ce poème. À chaque fois, il choisit en fait d'inventer une situation assez invraisemblable ou assez loufoque, ce qui fait qu'on ne le voit pas forcément venir, mais même quand on connaît un peu Catulle, ce que je voulais remarquer, et qui est un peu curieux d'ailleurs, c'est que l'éditeur et ou la traductrice, je ne sais pas très bien, ont fait le choix pour les traductions de Catulle de ne jamais utiliser les services en quelque sorte du même traducteur, ou de ne pas utiliser les traductions françaises du même traducteur, ce qui fait qu'on retrouve finalement le Catulle français de Daniel Robert, le Catulle français de Lionel-Édouard Martin, que je salue s'il me regarde, parce qu'on est aussi en relation, et puis le Catulle français d'André Markovitch, décidément, on n'en sort pas d'André Markovitch, je suis en train de chercher à quel endroit c'est, ça je trouve pas, je sais qu'il y a une traduction d'André, là, quelque part, qui se balade. Oui, voilà. C'est la traduction publiée à l'âge d'homme en 1985. Quelle force maligne Ravidus t'a poussé tête bêche dans mes jambes. Bon. Voilà, donc c'est la troisième partie, et c'est pas la plus réussie, mais enfin je la signale, selon moi, bien sûr, je la signale aux latinistes, aux amateurs de traduction, à chaque fois en plus qu'ils citent le poème latin, on a le latin et on a la traduction française, avec la référence précise de la traduction. Donc voilà, je vais vous lire un extrait de la première partie, les langues de la tour de Nimrod. Et je vais vous parler de la langue du peuple Tchoudlaï ou du peuple Ziolk, je sais pas trop. J'hésite, parce qu'elles sont toutes très bien en fait. Allez, la langue du peuple Zibour. Pages 10 et 11, traduction d'Anne-Marie Tatsis-Boton. Le zibourien est gigantesque. Il a 800 millions de mots. Autant que de briques dans la tour de Babel. Les zibours les cuisaient, c'était leur travail. Tout a un nom en zibourien. Kunstak, c'est l'extrémité pointue du noyau de cerise. Et il y a même un mot, abiyou, pour désigner le contact du kunstak avec les endroits sensibles du palais. Il y a boumoma, réseau de ronds laissés par la pluie sur le sable. Et aussi chikma, désir soudain de voir près de soi une certaine statuette. L'expression « les mots me manquent » est une absurdité pour tout locuteur du zibourien. Les mots ne manquent jamais. Les Zibours aiment leur langue, ils la célèbrent en tant que bibasku, qui entre dans tous les détails du monde visible et invisible. Le seul à ne pas l'aimer est le soldat étranger, personnage de conte populaire qui, grâce à une formule magique, l'a apprise en un clin d'œil pour séduire une jeune zibourienne. Il maugrait contre cette langue parce qu'elle est tchebetsku, d'une richesse accablante, et feotzbu, ne laissant inexprimer aucune sensation, aucune vision. Par la suite, il recourt à une autre formule pour oublier définitivement le zibourien, mais au lieu de cela, il se transforme en moulmis, petit grumeau de neige qui se colle à la surface d'un vêtement de laine. Alors ce texte bref, dans lequel il invente la langue du peuple zibour, qui est une langue absolue et exhaustive, qui a donc 800 millions de mots, et qu'apparemment tout le monde connaît. Tout le monde connaît tous les mots, tous les zibouriens connaissent tous les mots du zibourien. Donc on est dans cette situation un peu absurde. Alors ce texte, je disais, des accents borgésiens, je pense qu'on a vu ce que je voulais dire par là, il parle de quelque chose qui fascine bien sûr les poètes, qui fascine les linguistes. Il y a, je crois, un livre de Paul Auster, je me souviens plus si c'est dans la trilogie de New York ou si c'est dans Moon Palace, d'ailleurs j'ai pas vérifié, dans lequel en fait un linguiste essaie d'inventer les mots pour les objets qui n'existent pas. Il dit par exemple qu'on ne peut pas appeler un parapluie qui ne s'ouvre plus parapluie, et donc il faut trouver un nouveau mot pour désigner un parapluie. Et donc voilà, il y a une espèce de personnage comme ça, de fou, un petit peu dans un texte de Paul Auster, je ne me souviens plus lequel, dans lequel voilà, ce personnage passe ses journées à inventer des mots pour les choses qui n'ont pas de nom. Donc un parapluie qui ne marche pas, etc. etc. Un savon coupé en deux, enfin bon, on peut imaginer tout et son contraire. Si on commence à faire ça, effectivement, on n'en finit pas.
Donc voilà, donc ça parle de ça, puis ça parle aussi d'autres choses avec le dernier exemple qui sont les moulmis, les petits grumeaux de neige qui se collent à la surface d'un vêtement de laine. Moi ça m'évoque deux choses qui se trouvent avoir croisé ma route sur les réseaux sociaux, avec le groupe Facebook Very Finnish Problems qui est très drôle. Récemment, ils ont posté quelque chose sur un mot, je dois avouer que le mot m'échappe, donc je ne me risquerai pas à essayer de me le rappeler. C'était un mot qui désigne un certain type de neige boueuse, salie par le passage des roues des voitures. Donc pour ça, il y a un mot en finnois. Donc voilà, donc ça parle aussi de ça, ce texte-là. Le fait que dans certaines langues, effectivement, il y a des mots qui n'ont pas d'équivalent strict, ou qui peuvent paraître très très précis au locuteur d'une autre langue. Bien, et il me reste 2 livres dont je dois parler, mais je vais visiblement manquer de place sur la carte SD. Et alors celui-là, il attend depuis déjà la dernière fois, parce que ça fait plus de 15 jours que j'ai fini de le lire. C'est Manger l'autre d'Ananda Devi. Et le deuxième livre que je ne vais pas avoir le temps de chroniquer cette fois-ci, c'est Eureka Street de Robert McLean Wilson. Donc ça veut dire qu'ils vont encore rester à encombrer mon bureau. Celui-là, il m'a été prêté par ma mère. Et voilà, c'est présenté souvent comme a novel of Ireland like no other, pardon. A novel of Ireland like no other. Et c'est un roman, en fait, c'est plutôt le roman de Belfast que le roman, en fait, de l'Irlande. Donc voilà, c'est un roman sur Belfast, c'est un roman qui est très drôle, c'est un roman qui est un peu trop long à mon avis. Bon, j'aurai l'occasion, j'espère, d'en reparler, parce que j'aimerais quand même parler en détail du dernier roman d'Ananda Devi et de Eureka Street. Mais enfin, si je peux terminer au moins sur ce conseil, Manger l'autre d'Ananda Devi, comme Revenir de Harimanan, dans les publications de février-mars, ce sont les livres que vous devez absolument acheter chez votre libraire. Voilà, et en attendant, bonne fin de semaine.